Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction à Rome pour commencer, où plus de 250 000 fidèles assistent ce matin à la place Saint-Pierre aux funérailles cérémoniales grandioses de François, le pape proche des gens au cœur ouvert à tous, en présence de nombreux chefs d'État et de têtes couronnées. France 24. Et nous partons retrouver Pauline Godard, place Saint-Pierre. La ferveur a été immense. Oui, en effet, Judith, il y a eu un moment de communion, un moment de sérénité, un moment de recueillement pendant toute cette cérémonie, pendant toute cette messe. Plusieurs personnes nous ont dit qu'elles avaient beaucoup apprécié, notamment le fait qu'il y ait plusieurs langues, qu'on entende plusieurs langues pendant cette cérémonie. Une cérémonie à l'image du pape François, nous ont dit ces personnes, ce qui leur a permis aussi de se dire que le pape François était une personne simple et qu'ici il y avait des gens simples qui pouvaient l'accompagner, lui dire au revoir une dernière fois avant que son cercueil ne soit conduit à la basilique Sainte-Marie Majeure. Alors on a vu beaucoup de personnes se tenir la main, se prendre dans les bras, prier à genoux avec des chapelets, des personnes qui étaient habillées en noir aussi également en signe de deuil. C'est vrai que c'était une journée très particulière, notamment pour les fidèles du pape François qui ont encore une fois apprécié cette cérémonie. Et c'est vrai, quand on pouvait se frayer un chemin à travers la foule, puisque tout à l'heure, je le répète ici, c'était noir de monde, on sentait cette énergie, ce recueillement. Les personnes étaient vraiment en communion avec le pape François, et ce moment qui était parfois très chargé en émotions ici sur la place Saint-Pierre. Et maintenant, ce sont les touristes qui font leur retour pour aller visiter et se rendre à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. La dépouille du pape François est désormais à l'intérieur de la cathédrale Sainte-Marie Majeure, une basilique qui se trouve au cœur de Rome. Les visiteurs pourront aller se recueillir sur le tombeau du pape François dès demain, dimanche. Et comme le voulait le pape François, sur son tombeau, il y aura juste écrit Franciscus en latin, ce qui veut dire François. Et est-ce qu'on a aperçu des drapeaux de tous les pays, et notamment des drapeaux argentins durant la cérémonie ? Oui, en effet, on a aperçu des drapeaux argentins qui étaient levés, des drapeaux argentins sur le dos de certaines personnes. Bien sûr, le pape François était argentin. Javier Milei, le président argentin, était également là pendant cette cérémonie. On a pu discuter notamment avec des personnes les jours précédents, et ces personnes nous ont dit, pour certaines, étaient venues de loin, alors n'avaient pas évidemment prévu d'être là forcément pour les funérailles du pape François, puisque finalement la nouvelle est tombée de façon très soudaine. Et notamment, on avait pu discuter avec Magali, une Française, qui nous expliquait que dimanche, elle était ici sur la place Saint-Pierre lors de la messe de Pâques, qu'elle avait vu le pape François, qu'elle avait assisté à cette messe, et que le lendemain, elle apprenait la mort du pape, et que c'est vrai que ça lui avait fait un choc. Mais elle m'a dit en même temps, je pense qu'en voyant le pape François faire son tour dans la Papamobile, elle a ressenti, elle s'est dit qu'il était allé jusqu'au bout, et c'est ce que les fidèles aussi, avec qui on a pu parler ici, nous ont dit, que le pape François avait été jusqu'au bout, avait célébré cette messe de Pâques, et qu'il avait pu partir finalement peut-être d'une façon plutôt sereine dans la nuit de dimanche à lundi. Et le dispositif de sécurité, dites-nous en un mot, il a été exceptionnel durant toute cette cérémonie, Pauline. Oui, en effet, il y avait plus de 8000 forces de l'ordre et de volontaires. On voyait des volontaires un peu partout. Il faut rappeler qu'il faisait très chaud pendant cette cérémonie. D'ailleurs, il y avait énormément de jeunes. Il y avait aussi, bien sûr, des vieilles personnes. Et on voyait d'ailleurs ces personnes se mettre de l'eau sur la nuque, se mettre de l'eau sur la tête. Car encore une fois, une cérémonie qui a duré quasiment 2 heures et qui était en plein soleil pour la plupart des gens qui se trouvaient ici. Donc un dispositif de sécurité vraiment
extrêmement conséquent. Ici, normalement, sur cette place et autour du Vatican, le dispositif de sécurité est généralement conséquent, mais il était considérable. La zone était interdite de survol. Seuls les hélicoptères qu'on entendait, notamment de la police ou peut-être d'une télévision, pouvaient survoler la zone. Et la zone était interdite aussi dans d'autres parties de Rome, notamment sur le parcours qui menait à la basilique Sainte-Marie-Majeure où le pape François a été inhumé. On a pu voir aussi des militaires. Il y avait également des snipers qui étaient sur les toits. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de chefs d'État étaient là, notamment Emmanuel Macron ou encore Donald Trump et Volodymyr Zelensky qui avait laissé planer le doute encore hier. Et finalement, on a appris ce matin qu'il serait bien présent. On a appris aussi également qu'il devait rencontrer Donald Trump pour parler de l'Ukraine. Merci. La disparition du pape François représente une immense perte pour les fidèles catholiques du monde entier. Le peuple malgache, profondément touché par cette nouvelle, partage une émotion particulière, d'autant plus qu'il avait eu l'honneur de recevoir la bénédiction spéciale du souverain pontife lors de sa visite historique à Madagascar du 6 au 9 septembre 2019. Parmi les nombreuses personnalités marquées par ce deuil figure le couple présidentiel malgache Anji et Mial Rajoelina, qui a fait le déplacement à Rome pour assister aux funérailles au nom de toute la nation malgache. Le président et son épouse sont arrivés à Rome hier pour assister aux obsèques aujourd'hui. Il est à rappeler que le président malgache et sa famille avaient été déjà reçus en audience privée par le pape François à Rome au mois d'août 2023, témoignant des liens particuliers unissant Madagascar et le Saint-Siège. À cette occasion, le pape lui a montré la maquette en bateau offerte par le couple présidentiel lors de sa visite à Madagascar qu'il a placée dans son bureau. L'Argentine, pays d'origine du pape François, pleure également son décès. Avant d'être élu à la tête de l'Église catholique, il a longtemps officié des quartiers défavorisés de Buenos Aires et du reste du pays. France 24. Le bidonville 21-24, situé dans le sud de la capitale argentine, est l'un de ceux qu'arpentait régulièrement celui qui n'était encore que le père Bergoglio. Ici, beaucoup d'habitants ont gardé le souvenir d'un homme simple et bon, proche des plus pauvres. Rita était l'une des missionnaires qui l'accompagnait. Le pape s'est assis à cette table. Il venait souvent manger ici. Alors archevêque de Buenos Aires, il refusait qu'on l'appelle Monseigneur. On lui demandait parfois, mon père, pourquoi est-ce que vous venez ici? Pourquoi pas dans les beaux quartiers? Vous y seriez mieux? Et il répondait, ça me plaît ici. Je préfère être là avec vous qu'à la cathédrale. Ici, la paroisse est très active, fidèle à l'enseignement du mouvement des prêtres des bidonvilles, qui prône le travail communautaire. Dans l'une des soupes populaires du quartier, qui dépend de la paroisse, les femmes qui préparent chaque jour une centaine de repas sentent que Bergoglio a touché leur vie. Betty a appelé son fils François en son honneur. Je me sens fière parce qu'ici nous sommes pauvres, nous sommes des Argentins pauvres. Et lui, c'était l'un d'entre nous, comme nous, mais pape. Un représentant pour toutes ces personnes qui vivent durement, bien souvent oubliées par le reste de la société. Le père Toto De Vedia, qui dirige la paroisse du quartier, a travaillé avec Bergoglio depuis ses débuts. Il faisait partie de ses amis proches à Buenos Aires. C'était quelqu'un d'austère. Quand il a dit « je veux une église pauvre pour les pauvres », il ne l'a pas sorti de nulle part. Il en vient de cette église humble, au contact des plus pauvres, comme l'était Jésus. François était un grand promoteur d'une église qui retourne aux évangiles et se détache du fardeau des choses superficielles. Durant son pontificat, le pape François a continué à œuvrer pour aider et valoriser le travail des prêtres des bidonvilles. Même s'il n'est jamais revenu en Argentine, ici, tous sont persuadés qu'il ne les a jamais oubliés. Toujours dans les actualités internationales, l'armée indienne fait état de nouveaux échanges de tirs avec le Pakistan. Le Premier ministre pakistanais a martelé que son pays était prêt à protéger chaque centimètre carré de son sol après un deuxième échange de tirs au Cachemire avec le voisin indien qui l'accuse d'une récente attaque meurtrière. L'ONU a appelé à la retenue maximale l'Inde et le Pakistan.
Au poste frontière d'Attari, dans le Pendjab, ces familles tentent désespérément de rentrer chez elles au Pakistan. Mais les négociations avec les forces de l'ordre sont vaines. Impossible de passer la frontière depuis la révocation des visas actée par New Delhi. Une situation de blocage qui suscite colère et incompréhension. Mes filles sont de nationalité pakistanaise. Pourquoi ne suis-je pas autorisée à entrer au Pakistan? Qu'ai-je fait? Comment mes filles vont-elles vivre sans moi? Aucun gouvernement ne doit séparer des enfants de leur mère. De l'autre côté de la frontière, les citoyens indiens ne sont pas épargnés. Islamabad a riposté en révoquant aussi les visas. Au moins 5000 personnes sont bloquées ici, du côté pakistanais. Ces personnes doivent aller où? Leurs familles, leurs entreprises sont là. Si leurs visas sont suspendus, elles vont faire quoi? Elles ne pourront rester nulle part. Nous demandons au gouvernement indien d'agir. C'est en réponse à l'attaque meurtrière de mardi menée par des insurgés dans le Cachemire indien que New Delhi a infligé une série de sanctions diplomatiques au Pakistan voisin. Le pays est accusé d'être derrière l'attentat qui a coûté la vie à 26 civils dans une zone très fréquentée par les touristes. Révocation des visas, rappel des diplomates, suspension d'un traité sur le partage de l'eau. En l'espace de 24 heures, l'Inde a multiplié les sanctions et promet même une riposte militaire. Le Pakistan, de son côté, régulièrement accusé de financer le terrorisme au Cachemire, nie toute implication dans l'attaque. L'Inde mène contre nous une guerre de basse intensité et si elle passe à la vitesse supérieure, nous sommes prêts. Pour protéger notre territoire, nous ne subirons aucune pression internationale. La traque des assaillants se poursuit. L'Inde affirme qu'elle aurait identifié 3 assaillants impliqués dans l'attaque. 2 d'entre eux seraient des ressortissants pakistanais. On revient au pays pour le reste de l'actualité. L'exercice militaire multinational Tulip 2025, organisé dans la région de Buen à Mahajang, s'est achevé hier après 5 jours d'intenses activités. Cet entraînement a été couronné de succès, marquant l'union des compétences et des expériences des 5 nations participantes. En tout, 1500 militaires ont pris part à cet exercice sous la supervision attentive de représentants des forces armées du Botswana. Mais Antonienne Martina. Le 5e jour, baptisé VIP Day, a clôturé l'exercice Tulip 2025 en présence de hautes autorités militaires malgaches et françaises. Parmi eux figuraient le chef d'état-major, le général des armées malgaches, le général Deramasanzaka Manansura Kutuarvelu et le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, le général Jean-Marc Giraud, ainsi que les autorités locales, avec à leur tête le gouverneur de la région Buen, Anjiatumanga Mokhtar Salim. À cette occasion, une démonstration des différentes activités menées durant l'exercice a été présentée aux invités. Une opération spectaculaire de saut en parachute a également marqué la journée, effectuée tôt le matin par des militaires français à 23 km à l'est de Mahajang. Le spectacle offert par les parachutistes du groupement des commandos parachutistes a particulièrement impressionné. Ils ont sauté depuis une altitude de 4000 mètres, certains transportant des charges pouvant atteindre 150 kg. Certains sauts ont été réalisés en solo, d'autres en tandem, technique utilisée notamment pour initier des civils ou des militaires spécialisés, mais non parachutistes, lors des missions spéciales. L'exercice s'est poursuivi avec une opération civilo-militaire en faveur des populations locales. À l'école primaire publique d'Antsaabok, les militaires malgaches et étrangers ont réhabilité des salles de classe en les repeignant et ont remis aux élèves et enseignants des dons composés de livres et de matériel scolaire. L'exercice Tulip 2025 a ainsi pleinement atteint ses objectifs, renforcer la coopération militaire régionale, tout en partageant savoir-faire et expérience entre les 5 nations participantes, dont Madagascar, les Comores, les Seychelles, la Réunion et Maurice, avec un total de 1500 militaires mobilisés. L'Orange Digital Center est désormais officiellement ouvert à la gare Souarane. L'inauguration a eu lieu mercredi dernier en présence du président de la République André Rajoelina, du ministre français des Outre-mer Manuel Valls, ainsi que de Jérôme Hénique, directeur général d'Orange Afrique. Ce centre a pour objectif principal de soutenir les jeunes entrepreneurs et les femmes qui débutent. Les détails.
L'Orange Digital Center est un centre dédié à la formation technologique et numérique, ainsi qu'à l'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Il a ouvert ses portes en 2022, à l'époque situé à Nkoundjan. Plus de 4500 personnes en bénéficient chaque année, dont 51% sont des femmes et 85% des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Ce centre est aujourd'hui transféré à la gare Souarane. L'inauguration s'est tenue en présence du président de la République Ange Razouel, du ministre français des Outre-mer Manuel Valls et du directeur général d'Orange Afrique et Moyen-Orient, Jérôme Hennick. Les formations proposées sont entièrement gratuites et accessibles à tous ceux qui souhaitent évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat numérique. Et toujours dans ce contexte, 150 jeunes se sont déjà inscrits pour participer au concours international Eloquentia, une compétition dédiée aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, leur permettant de démontrer leur talent en matière de prise de parole en public. Lors de la dernière édition organisée en France, Madagascar avait fait une entrée remarquée en décrochant la 3e place, bien que c'était sa première participation. Fadjessena Mireille, Yves Janel. La majorité des participants inscrits sont des étudiants issus des universités malgaches. Tous, jeunes hommes et jeunes femmes confondus, manifestent un grand enthousiasme pour cet événement d'expression publique. Serek Chasederantsu Anjian Asulnien, étudiant de 20 ans en 3e année de sciences politiques à l'université d'Antananarivo, qui avait représenté Madagascar lors de la dernière édition. Il a brillamment décroché la 3e place au classement mondial. La 2e édition de ce concours se tiendra à Madagascar. Le nom de celui qui représentera Madagascar à l'échelle internationale sera dévoilé le 7 juin prochain. Ce dernier participera ensuite à la compétition mondiale prévue au mois d'août à Paris. Si le représentant malgache parvient à atteindre la phase finale, la grande finale se tiendra en mars 2026, toujours à Paris, en France. Et puis une attention particulière sera accordée aux jeunes entrepreneurs lors du CIAE ou Salon international des acteurs économiques cette année. Un concours international sera organisé permettant aux jeunes de présenter leurs projets à des investisseurs. Les jeunes souhaitant s'inscrire ont jusqu'au 15 mai. Toujours un reportage de Fadjessena Mireille et de Yves Janel. Le CIAE, ou Salon international des acteurs économiques, est un événement international qui rassemble entreprises, investisseurs et professionnels de divers secteurs. C'est une opportunité pour faire connaître et explorer des opportunités commerciales aussi bien locales qu'internationales. Durant cette 4e édition du CIAE, aura également lieu un concours destiné aux jeunes entrepreneurs. 7 secteurs seront particulièrement concernés par ce concours dénommé Tropic Innovation Awards, à savoir l'UNTIC, l'agrobusiness, l'huile essentielle, l'économie bleue, le commerce en ligne, le tourisme et le développement durable. Ce concours vise à aider les jeunes engagés dans l'entrepreneuriat, explique Nirina Rve-Lubaoul Nathalie, une responsable. Les participants bénéficieront également d'une formation spécifique. Le concours est ouvert aux personnes âgées de 21 ans et plus. Le CIAE, ou Salon international des acteurs économiques, se tiendra les 5 au 7 juin prochains au stade Barea Mamassen. En éducation, la majorité des établissements scolaires, notamment ceux relevant de l'État, entrent actuellement dans le dernier trimestre de l'année scolaire. C'est également durant ce dernier trimestre que se dérouleront tous les examens officiels, aussi bien les épreuves sportives que les épreuves théoriques. Les épreuves sportives du BEPC seront les premières à se tenir et selon le calendrier, elles auront lieu du 13 au 16 mai prochain. Après ces épreuves sportives, ce sera au tour de l'examen du CEPE, suivi du BEPC, puis du baccalauréat. En ce qui concerne la circonscription scolaire du district d'Avaradjan, les préparatifs vont bon train et les responsables sont déjà prêts à organiser les examens officiels du CEPE et du BEPC. Et sport pour terminer, 4 équipes sont en lice pour décrocher le trophée du tournoi Viva Football 2025, la compétition dédiée à la catégorie des moins de 17 ans organisée par Viva. Les demi-finales se joueront demain.
Revenons sur les résultats des quarts de finale et toutes les informations nécessaires pour le demi-finale de demain avec Anzara Denarville. Et voici les résultats des quarts de finale de cette 3e édition du Viva Football U17, toujours disputé sur le terrain du CFFA Ayavlou. Le FMA s'est imposé par 3-0 face au CFFA. Dans le deuxième match, l'Académie Buffalo Football a été battue par Dignitas. Après une séance de tir au but, les deux équipes s'étant quittées sur un score de parité 1-1 à la fin du temps réglementaire. La victoire fut également claire pour le JSEM qui a battu le FC Fix par 3-0. Enfin, lors du dernier quart de finale, le Jet Elite s'est incliné face à l'Usage sur le score de 1-0. Les quarts de finale sont donc terminés, place aux demi-finales. Viva Football est un tremplin offert aux jeunes talents de foot selon Nenranev d'AF de Viva. Concernant les demi-finales de ce dimanche, à 14h, Dignitas affrontera EFMA, puis à 15h, JSEM sera opposé à Usage. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite après le film Sniper, The Last Stand. Au revoir et bonne soirée sur Viva.